Merci. Bonsoir à tous. Le professeur Michel Alliot, fondateur de l'anthropologie du droit, à propos de cette tendance des sociétés occidentales à recourir à la violence pour l'éradiquer, écrivait en 2003 « Elle s'attelle à utiliser la violence pour créer les conditions de son élimination et finalement l'éliminer. Mais, poursuit-il, l'histoire montre que la violence n'est pas expulsée, elle est seulement cachée, elle est provisoirement contenue par la promesse de lendemains qui chanteront, pour ceux qui acceptent aujourd'hui la renonciation et la discipline. Vienne un temps où le poids de l'institution semblera trop lourd pour justifier le troc du présent contre l'espoir et contre l'intuition. La violence éclatera de nouveau en émeute que d'aucuns transformeront peut-être un jour en révolution. Ce temps de la révolution serait-il venu pour les déradicaliser ? Dans le présent cristallisent tous les refus, sans que pour cela la promesse d'un avenir meilleur leur soit faite. Je remercie le professeur Benslama de nous donner l'occasion de partager avec vous l'expérience que nous conduisons au sein de la sauvegarde de Sainte-Saint-Denis depuis juillet 2015 sur la question de la radicalisation violente de type djihadiste. Pour éviter tout malentendu, j'adjoins à la radicalisation l'adjectif violente, car c'est bien la violence qui est problématique. Cécile Rousseau l'a rappelé hier, le processus de radicalisation en soi n'est pas négatif. Il est au contraire nécessaire à toute dynamique de transformation individuelle ou collective. Radicalisation violente de type djihadiste, radicalisation menant à la violence, extrémisme violent, un autre concept connexe, les mots s'entrechoquent et restent des concepts aux contours flous, pour lesquels il n'existe pas de définition partagée. C'est également le cas pour le concept de terrorisme, dont la forte politisation fait obstacle à toute définition à l'échelle internationale. La difficulté à définir tient également à la charge subjective et émotionnelle des notions. Celle-ci rend difficile le consensus autour d'une acception partagée, car ces notions sont susceptibles de revêtir un sens différent selon les personnes. Protéiformes, les phénomènes auxquels elles renvoient sont susceptibles de se matérialiser différemment selon les contextes, ce qui les rend extrêmement volatiles. Voici dressé un aspect du tableau de la complexité du phénomène et de l'objet auquel nous avons décidé de nous confronter en avril 2015, en nous portant candidat à l'appel à projet intitulé « Prévention de la radicalisation » et qui était lancé sur l'ensemble des départements par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. En juillet 2015, nous apprenons que le projet que nous avions déposé était retenu. La sauvegarde devenait l'opérateur unique de l'État sur le département pour la prise en charge des personnes signalées et de leurs familles, sur saisine de la cellule préfectorale, qui est l'organe de pilotage de la prévention de la radicalisation sur le territoire. À ce moment, je savais que je ne savais pas grand-chose de ce phénomène que la commande publique désignait par le vocable radicalisation. Ou pour être plus précise, je savais que je devais me méfier de ce que je pensais en savoir. Je savais juste que je m'appelais Zora Arachendiaï, juriste, anthropologue du droit, et que j'étais directrice depuis quelques années de plusieurs services déployant des missions dans le champ de la protection de l'enfance et dans la prise en charge des publics sous main de justice, mineurs et majeurs, dans un département qui n'était pas n'importe lequel, un département qualifié trop souvent d'hors norme. Paradoxalement, dans cette phase de création concrète du dispositif, ce peu de savoir était déjà un matériau précieux. Dans ce matériau, il y avait en effet les questions majeures qui allaient constituer le socle du dispositif et représenter les aspects saillants de notre approche. Premièrement, notre approche et expérience professionnelle étaient ceux de la protection de l'enfance en danger et du travail en direction des populations les plus vulnérables. De cela, notre approche retiendra le postulat suivant. Le mineur radicalisé est un mineur en danger. Deuxièmement, nous, professionnels qui travaillons ou allions travailler avec ces publics signalés dangereux ou potentiellement dangereux, qui sommes-nous ? Quel est notre rapport à cet objet inconnu qu'est la radicalisation ? Pourquoi avions-nous choisi, entre guillemets, de traiter de cette question ? La question ontologique, elle s'est donc d'abord posée à nous, professionnels, avant de concerner les personnes dites radicalisées. Troisièmement, nous avions affaire à un objet complexe qui appelait la prudence et dans la posture et dans la méthode.
En effet, il convenait de porter un regard croisé, transversal sur le phénomène. Au-delà de la pluridisciplinarité, c'est la pluralité des regards qui était recherchée dans une perspective de transdisciplinarité et de complémentarisme, comme le disait hier Malika Monsouri. Faire le choix de la transdisciplinarité et du complémentarisme pour errer dans les marges et les interstices disciplinaires, faire l'expérience des marginaux séquents, concept que nous empruntons à la sociologie des organisations. Né de l'aveu d'une compréhension incomplète et de la rencontre de praticiens, cliniciens et chercheurs de différentes disciplines et champs des sciences humaines, le dispositif a également su, au fur et à mesure des besoins, faire appel à des compétences spécifiques extérieures. Le choix d'inscrire notre dispositif dans une action recherche traduit aussi la prudence méthodologique. Les situations accompagnées font l'objet d'un travail d'élaboration continue, mais nos modes de prise en charge également. Ainsi, le dispositif n'est pas figé, il s'adapte et évolue selon les réalités des situations. Je vous disais que nous recherchions la pluralité des regards davantage que la pluridisciplinarité. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. En 2017, nous avons associé à notre démarche une personne qui avait un parcours de 25 ans de détention pour appartenance au grand banditisme. En la circonstance, la rencontre avec cette personne s'est faite suite à la lecture du livre qui racontait son parcours. Lorsque je le rencontre, il me dit cette phrase : « Si j'avais été adolescent aujourd'hui, c'est Daesh que j'aurais rejoint. » Il était adolescent dans les années 80 et à ce moment-là, l'offre radicale présente sur le marché pour lui était le grand banditisme. Cette offre a fait office d'échafaudage pour lui à ce moment. En prononçant cette phrase, il venait de souligner un autre aspect de notre approche, faire le choix de traiter la question de la radicalisation violente du point de vue de la demande et non de l'offre, afin de comprendre pourquoi le discours de Daesh rencontrait une telle audience auprès des plus jeunes parmi nos concitoyens. Nous favorisons donc une approche dynamique du phénomène en considérant d'abord le terreau ou les conditions d'éclosion qui lui donnent naissance, soit la question de ce qui a pu se constituer chez chaque personne rencontrée comme un terrain interne fertile à la réception d'une offre d'affiliation radicale. Chaque trajectoire est envisagée dans ses interactions et dans ses dimensions plurielles, en lien avec l'histoire familiale, collective et surtout en dialogue avec l'état de notre société. Ce phénomène, nous ne l'avons donc pas envisagé comme un virus extérieur, mais plutôt comme une fabrique complexe de notre société. Sinon, comment comprendre que la France soit parmi les pays européens le plus grand pourvoyeur de djihadistes présents ou ayant été présents en zone irako-syrienne, aux côtés de la Tunisie qui occupe cette première place pour l'Afrique du Nord. Face à la complexité du phénomène, notre démarche fait le choix de la complexification des questions posées en articulant l'individuel et le collectif, sans exclure aucune méthode ni aucune théorie valable, mais au contraire en les coordonnant. Dans ce cadre, nous associons les principes de la psychanalyse, de la sociologie, mais aussi d'autres disciplines, dont l'anthropologie, l'histoire, le politique, dans une logique, je l'ai dit, de complémentarité. De cette approche découle une prise en charge que je vais vous présenter dans sa mise en œuvre concrète. Mais avant, je précise que notre intervention en Seine-Saint-Denis n'est qu'un aspect de l'intervention du dispositif, puisque sur d'autres territoires, nous intervenons à la demande des conseils départementaux pour faire de l'évaluation. Nous accompagnons également des professionnels de terrain intervenant de première ligne à travers des formations ou dans le cadre d'animation d'espaces d'élaboration. Nous intervenons également en détention pour des situations qui rentrent dans le cadre de saisines préfectorales ou à la demande de personnes détenues. En Seine-Saint-Denis, donc, notre prise en charge s'adresse aux personnes signalées radicalisées en voie ou en risque de radicalisation violente, ainsi qu'à leurs familles. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, nous travaillons sur saisine de la cellule préfectorale et les situations qui nous sont adressées sont représentatives d'un spectre très large du processus de la radicalisation violente. Nous rencontrons des situations qui présentent un stade de développement du processus à l'état embryonnaire et d'autres pour lesquelles le stade de développement du processus est beaucoup plus avancé. La radicalisation doit donc être nécessairement pensée dans une perspective de prévention. Sur une carte des partenaires qui met côte à côte des acteurs du sécuritaire, du judiciaire, du social et du médico-social, il convient d'être au clair avec son métier et les principes qui le fondent.
Je dois dire que nous travaillons en bonne intelligence avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui respecte le secret professionnel et la confidentialité qui sont inhérents à notre prise en charge. Nous ne produisons aucun écrit à l'attention des services de l'État. Le seul cas où nous pourrions déroger à ce principe, c'est face à la menace d'un passage à l'acte. Notre méthodologie de prise en charge place la personne signalée et l'ensemble de sa famille au centre de l'intervention dans une perspective d'alliance thérapeutique. Notre prise en charge n'est porteuse d'aucune idéologie. Elle vise l'arrimage des personnes à un ici et maintenant en prévenant le passage à l'acte et le recours à la violence. De même, nous privilégions une prise en charge partenariale afin de ne pas répéter symboliquement les ruptures. La dimension partenariale et transversale est donc fondamentale. L'intervention est pensée en articulation avec les différentes institutions présentes dans les situations ou ayant eu à les connaître, afin de recueillir tous les matériaux objectifs et subjectifs susceptibles de nous permettre une meilleure compréhension de la trajectoire. L'objectif ici est de limiter les angles morts. Le processus d'accompagnement que nous mettons en œuvre s'appuie sur 4 phases. L'accroche, l'adhésion à la prise en charge, le recueil de données et enfin l'investigation des trajectoires. Les conditions nécessaires à l'existence d'un tel processus sont au nombre de 3. Un espace de supervision animé par une psychiatre psychanalyste offrant aux professionnels un espace d'analyse et de distanciation, une élaboration et une réflexion en continu autour des situations accompagnées impliquant l'ensemble des intervenants, un espace de recherche qui analyse et théorise à partir des matériaux recueillis. La prise en charge des personnes signalées et de leurs familles est pluridimensionnelle. Elle est éducative, sociale et thérapeutique. Les espaces thérapeutiques sous forme de cercles de consultation clinique collective accueillant la personne signalée et sa famille ou sous la forme de consultation individuelle n'accueillant que la personne signalée ou un membre de la famille, père, mère, frère, sœur, grand-père, etc., peuvent être conduits en parallèle ou se succéder. La prise en charge clinique dans certaines situations ne concerne que les signalants. C'est le cas lorsque la personne signalée est en zone de conflit ou décédée, ou bien encore lorsqu'elle est réfractaire à la prise en charge. Dans le cas des familles en grande souffrance sociale, le rythme des consultations thérapeutiques est hebdomadaire. Pour les situations les plus inquiétantes, il est intensifié. Outre un premier entretien exploratoire, une visite à domicile est systématiquement proposée. Par nécessité, nous avons très rapidement mis en place une assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en direction des familles et des signalés. Pour ne pas conclure, complexifier. Complexification, ce sont des mots auxquels nous sommes attachés dans notre approche et démarche. Complexifier donc, car, comme le disait encore Michel Alliot, il ne suffit pas de penser l'autre, donc d'accepter l'altérité, ce qui est déjà fort difficile. Il faut aussi penser autrement, donc changer de système de référence. Ou bien, pour continuer à convoquer le registre de l'anthropologie, être soi-même dans la révolution du regard, expression que j'emprunte à François Laplantine. Complexifier, pour éviter le piège de la simplification de l'autre, comme le disait Cécile Rousseau hier encore, et parfois son essentialisation. Il n'y a pas une catégorie homogène qui se cache derrière les radicalisés. Ils ne sont pas une catégorie nouvelle. Ils sont ceux que vous avez déjà rencontrés dans vos pratiques, mais qui venaient à vous avec un vacarme autre, avec une radicalité qui prenait une forme moins contemporaine que celle de la radicalisation. Il ne faut donc pas les penser comme une catégorie exceptionnelle, mais bien comme le haut de l'iceberg. Complexifier. Pour comprendre la question de la radicalisation qu'il faut penser pluriel, n'est pas une action... Complexifier pour comprendre que la radicalisation qu'il faut penser pluriel n'est pas une action portée par des enfants de la République devenus soudain ses ennemis intérieurs. Elle est une réaction et dans certains cas, elle est une tentative de création. La création d'une identité nouvelle, exceptionnelle, à partir d'un mythe fondateur où celui qui se radicalise coupe radicalement avec son environnement immédiat pour être un point zéro. Ici, je souhaiterais citer James Baldwin. Dans le livre où il dialogue sur le racisme avec Margaret Mead, il dit « Il faut être exceptionnel pour tirer son identité du néant ». Nous avons parmi les personnes revenues de la zone irako-syrienne, non pas des déçus des Daesh, mais des personnes suspendues à rien, car revenues d'une tentative de métamorphose échouée. Sans échafaudage, car même l'illusion Daesh n'est plus là. Alors ceux-là, que deviendront-ils ?
Que deviendrons-nous après la prison, nous dit ce jeune homme qui purge une peine de 8 ans suite à son retour en France après avoir passé 18 mois dans les rangs de Daesh. Complexifier nous permet d'entendre un mode de consommation particulier de l'islam. En effet, complexifier et aller regarder du côté de la sociologie de la société mécoise du 7e siècle et du contexte dans lequel est né l'islam. Découvrir alors que les premiers convertis à cette religion, portés par un homme, un prophète, de conditions sociales très modestes, un homme sans réelle place et sans réelle existence sociale, ces premiers convertis, l'ensemble des premiers musulmans étaient des convertis, ceux-là étaient d'abord les esclaves et les pauvres. Et revenir dans notre présent, regarder et entendre la phrase de la jeune Emma, convertie, puis radicalisée, signalée, qui aujourd'hui vit en région parisienne avec un inconnu rencontré sur le web, dire à son éducatrice « Je me tire de ce quartier où on meurt du RSA ». Complexifié, car nous n'avons pas affaire à des sujets hors lien, sans histoire. Ils se présentent à nous dans un état de désaffiliation massive, mais ils appartiennent à des histoires familiales, souvent traumatiques, et sont souvent porteurs dans leur trajectoire des traces de la grande histoire. Ils sont héritiers de l'immigration, de la colonisation, de la guerre, et pour ceux qui sont sans héritage a priori à ce niveau-là, ils partagent le même vécu expérientiel d'humiliation et de cantonnement spatial. Confronter notre contexte social, politique et historique à d'autres réalités sociales, historiques, politiques, toujours dans cette volonté de complexification, c'est dans cette perspective que nous avons formalisé des partenariats avec des équipes qui travaillent sur le terrain, au Canada, au Brésil. Un partenariat est en cours avec le Tchad, avec le Centre de prévention des extrémismes violents de N'Djamena, qui mène un travail auprès des repentis de Boko Haram, et bientôt avec une équipe aux États-Unis pour confronter nos observations avec les trajectoires de ceux qui s'inscrivent dans les mouvements suprémacistes blancs. Enfin, et surtout pour ne pas conclure, et revenir au début de mon propos sur la violence, je souhaiterais faire dialoguer le sociologue Abdelmelek Sayad avec l'anthropologue Alliot. Abdelmelek Sayad écrivait en 1985 dans « Exister, c'est exister politiquement pour une défense des droits civiques des immigrés ». Je cite : « Si à une jeunesse interdite de parole, interdite de toute participation à la vie civile la plus élémentaire, celle de la rue, celle du quartier, celle de l'école ou de l'atelier, il ne restait dans un premier temps que la violence la plus violente pour répliquer à cette autre violence, la violence légale qui l'excluait de la vie de la cité, et alors qu'il ne lui restait paradoxalement que la violence pour pouvoir exister civilement. Cette même jeunesse ne cesse, depuis quelques années, d'apporter tous les jours la preuve de ce dont elle est capable. Je vous remercie.